Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Là-bas, avant la Belgique. Madrid 1936. Ce jour-là, Madrid était en fête, le Front populaire avait remporté les élections. Les rues étaient pleines de monde. Spontanément, des cortèges s'étaient formés et la foule déferlait vers le centre de la ville par toutes les rues principales. Ils étaient là par milliers, tout ce que Madrid comptait de progressistes. De Carabanchel, le cortège descendait vers la cale General Ricardos. Ma famille suivait le mouvement, mon père, ma mère et mes 2 sœurs qui avaient 9 et 6 ans. Moi je venais d'en avoir 5 et c'était pour moi un événement qui resterait gravé dans ma mémoire. J'avais tout le loisir de capter ce qui se passait autour de moi, persuadée qu'était le reste de ma famille que j'étais trop petite pour comprendre. C'était passionnant. Un jour, je leur dirai à tous que je me souvenais, mais pour l'instant il fallait tout regarder et ce n'était pas facile, j'étais si petite. Il semblait se passer à la fois tant de choses et rien de spécial, sinon que la joie se lisait sur tous les visages. Certains dansaient, d'autres chantaient l'Internationale, l'hymne de Riego aussi. Il y avait des groupes d'enfants vêtus de blanc, un mouchoir rouge noué autour du cou. Un jour, j'aimerais défiler comme eux, je le dirai à mon père plus tard. J'étais si petite encore. Mon père me prit sur ses épaules, comme s'il avait compris ma pensée, mon désir d'en voir plus. Du haut de mon perchoir, je mesurais l'importance du rassemblement. C'était mon premier bain de foule. Je me sentais forte. J'expérimentais sans bien me rendre compte ce que pouvait être la solidarité collective. Une foule innombrable et enthousiaste massée sur la plaza de la Cibeles à Madrid célèbre la victoire du Front populaire aux élections de février 1936. Les jours suivants, le calme revenu, chacun repartit vers ses occupations, les enfants reprirent le chemin de l'école. Sur ce qui suivit, ma mémoire a gardé le souvenir d'une période agitée qui n'avait pas retenu mon attention, ne connaissant pas la gravité de ce qui arriverait, habituée à des situations d'effervescence sans importance, et donnant la priorité à des réalisations dont le côté positif camouflait tout le reste. Soudain la nouvelle. Madrid, le 18 juillet 1936, c'est la grève des garçons de café. Soudain la nouvelle. La veille, les garnisons du Maroc se sont soulevées contre la République. Ses chefs, 4 généraux, José Sanruro, Emilio Mola, Queipo de Liano et Francisco Franco. Francisco Franco déclare à la radio de Tétouan: « Vous tous qui ressentez le saint amour de l'Espagne, vous tous qui avez juré de la défendre contre ses ennemis jusqu'à perdre la vie, vous tous, la nation vous appelle à sa défense. » L'armée a décidé de rétablir l'ordre en Espagne. Immédiatement sur le territoire de l'Espagne, 50 garnisons se soulèvent, 50 batailles s'engagent entre les militaires insurgés et les partisans de la République. Par traîtrise, par ruse ou par conviction tombent aussitôt Algeciras, Cordoue, Grenade, l'Andalousie, la Navarre, Oviedo et Saragosse. Le Pays basque, Malaga, Barcelone, Madrid résistent victorieusement et désarment les rebelles. Franco déclare « L'Espagne est sauvée ». Manuel Azaña proclame « La République continue ». En fait, la guerre civile commence. Frédéric Rossi fait Madeleine Chapsal, Mourir à Madrid, édition Segers, Bibliothèque Marabout Université, Paris, 1963, page 16. Le 18 juillet 1936, j'avais 5 ans et demi. Quelques mois seulement après les élections, on parla de guerre, de coup d'État militaire. Je ne comprenais pas le sens de ces mots étranges, nouveaux dans notre vocabulaire. À l'école, l'institutrice nous avait parlé longuement. Elle avait essayé de nous faire prendre conscience de la situation, mais les mots semblaient lui manquer. Elle nous dit « Vous devez être courageux, nous allons vivre des moments difficiles, des événements graves. » Certains jours, il n'y avait pas classe. Très vite, Madrid serait bombardée chaque jour et il fallait s'organiser en fonction de ces attaques, fuir vers les abris. Les rues éventrées, les maisons effondrées deviendront un spectacle habituel. Malgré tout, l'espoir est là, il faut tenir. Ce sera vite réglé, disaient les adultes. C'était si bon de les croire. Mais la réalité était bien différente. Les mères passaient leur temps à faire la file pour se procurer de la nourriture. Un nouveau rythme de vie s'était installé. Nous avions appris à repérer les abris, et le mot d'ordre en cas d'alerte était de nous y rendre en priorité, les bombardements étant de plus en plus fréquents. Pendant l'absence des mères lors des alertes,
les enfants se dirigeaient vers l'abri le plus proche, où les mamans arrivaient aussi si elles étaient à proximité. Mais parfois la mère n'arrivait pas, et l'angoisse de ne pas la retrouver vivante s'ajoutait à la peur des bombes. Ce coup d'état militaire nous faisait basculer dans l'horreur. D'enfants de la République, nous étions devenus les enfants de la guerre. La mort faisait partie de notre quotidien et l'école était fermée. Dans les maisons le soir, les adultes discutaient beaucoup. Ils disaient que Madrid ne tomberait pas, que tant que Madrid résisterait, etc. Les considérations générales m'échappaient, ou peut-être mon jeune âge me donnait-il l'avantage de ne pas comprendre l'ampleur du gâchis engendré par la guerre. Cette guerre provoquée par des adultes comme ceux qui étaient là à discuter, pas plus moches qu'eux peut-être, et qui sans doute avaient aussi des enfants en âge de ne pas comprendre. Et puis un jour mon père est arrivé en uniforme. Comme tant d'autres, il s'était engagé. Il avait expliqué que tous les hommes valides devaient participer à la lutte, que tous ensemble ils empêcheraient l'ennemi d'entrer dans Madrid, et qu'ils ne partiraient pas loin, ils se battraient seulement pour défendre la ville. Ma mère pleura beaucoup, ils étaient restés tard dans la nuit à discuter. Nous ne dormions pas, mes sœurs et moi, nous couchions dans la pièce voisine, et les voix nous parvenaient, graves. Le matin, tous les hommes étaient partis. Nous avons beaucoup pleuré, et puis j'ai eu envie de penser à autre chose, de m'enfermer dans mon univers, dans ce que j'appellerai bientôt mon jardin secret. Ce jour-là, j'ai voulu penser à notre maison que nous avions dû quitter dès le début de l'année, et où il faisait si bon vivre. Elle était située en dehors de la ville. Mon père l'avait construite, elle était entourée d'une clôture, à gauche il y avait le potager et devant un espace assez grand pour pouvoir y jouer, mes sœurs et moi. Près du potager se trouvait le puits d'où l'on tirait une eau claire et fraîche. L'été, ma mère y plongeait les boissons et les fruits dans un seau qui servait à prendre de l'eau. Elle les laissait là juste le temps de se rafraîchir. C'était un régal de manger ces fruits tout frais, pendant les chaudes soirées de l'été. Je me sentais mieux, comme si penser à la fraîcheur de l'eau me mettait un peu de baume sur ce que nous étions appelés à vivre. Nous habitions désormais un petit 3 pièces au fond d'une cour, qu'al Pablo Iglesias à Carabanchel Barro. C'était petit, avait déclaré notre mère, mais nous y serions plus en sécurité, la maison était trop isolée. Notre mère avait séché ses larmes, elle devait partir vers une de ces interminables files de ravitaillement. Chaque jour elle nous disait, surtout ne vous séparez pas. Si vous devez descendre à l'abri, tenez-vous par la main, ne courez pas trop vite pour la petite. Et ne vous encombrez pas de jouets, vous les retrouverez après l'alerte. Elle sortait, laissant derrière elle une impression d'agitation, d'activité intense, puis de vide. Les journées nous semblaient longues depuis que nous n'allions plus à l'école. Un matin, la nouvelle nous était parvenue. L'école avait été bombardée pendant la nuit. De cet immeuble vieux mais accueillant, il ne restait plus qu'un escalier branlant mais debout, comme un symbole de résistance au milieu des décombres. Le 6 novembre 1936, Carabanchel Barro est choisi par les troupes rebelles pour entrer dans Madrid. Dans une panique indescriptible, nous abandonnons notre domicile, laissant sur le fourneau le lait du petit déjeuner. Nous n'avons que le temps de fuir, tel que nous sommes vêtus. Tout se passa très vite, ma mère nous poussa vers la rue, les gens couraient en tous sens, les soldats fuyaient en jetant leurs armes, le bruit d'une fusillade toute proche nous parvenait. Nous marchions au milieu de la rue, protégés par la foule. Ma mère pensait que là nous serions à l'abri des balles qui sifflaient autour de nous. Des gens tombaient sur le bord du trottoir, tandis que notre mère répétait sans cesse « Marchez au milieu de la rue devant moi, tenez-vous par la main et surtout ne tombez pas ». Nous devions arriver au refuge. Je n'avais aucune idée de la distance à parcourir. Nous avancions péniblement, entourés de charrettes, de vélos chargés de toutes sortes d'objets que certains avaient eu le temps d'emporter, et qui, vu les circonstances, servaient surtout à nous protéger des balles des francs-tireurs qui continuaient à tuer autour de nous. Une petite fille errait seule. Instinctivement, notre mère lui fit rejoindre notre groupe. Désormais, c'étaient 4 enfants qu'elle poussait devant elle. On continua de marcher, puis la foule commença à se disperser. Les tirs cessèrent peu à peu et le bruit se mit à courir que les troupes républicaines s'étaient réorganisées et avaient réussi à stopper l'assaillant. Madrid ne tomberait pas ce jour-là. Mais nous ne retournerions pas à Carabanchel. Nous resterions dans un centre pour réfugiés où on nous donna à manger. Le service d'accueil prit en charge la petite fille égarée. Nous ne devions jamais la revoir.
Après quelques jours, ma mère avait décidé d'aller en visite chez le grand-oncle José, un oncle de notre père. Celui-ci n'en revenait pas et n'arrêtait pas de dire « La femme de Raphaël. Les enfants de Raphaël. » Dans ce quartier de Madrid, non loin du Palais Royal, les gens n'avaient aucune idée de la gravité de l'attaque qui avait failli faire tomber la capitale aux mains des rebelles. La radio annonçait seulement que l'ennemi était bloqué et qu'il ne passerait pas. Dans la rue de l'oncle José, beaucoup de maisons étaient abîmées par des éclats de bombes. La sienne n'avait pas trop souffert, elle donnait une impression de sécurité et de solidité à toute épreuve, et il me semblait que tant que la maison de l'oncle José ne s'effondrait pas, Madrid ne pourrait pas ne pas résister. L'oncle José était très grand, il mesurait plus de 1,80 mètres. C'était un excellent musicien, il faisait partie de la Philharmonique de Madrid et avait beaucoup voyagé. Je ne me souvenais pas de l'avoir déjà vu, mais j'en avais entendu parler comme de quelqu'un que tout le monde aimait bien, quelqu'un de solide sur lequel on pouvait compter, solide comme sa maison. Notre tante donnait une impression de confiance, de sérénité. Depuis le début de la guerre, elle avait gardé les restants de pain, et toute fière, elle nous montra 2 grands sacs de pain sec. Elle croyait, c'était certain, que tant qu'elle aurait cette provision, il serait à l'abri de la faim. La première nuit passée au refuge, je ne parvenais pas à m'endormir. Fermant les yeux, je replongeais dans mon jardin secret. Je revoyais mes parents préparer le repas, ma mère s'activait au fourneau tandis que mon père accommodait une salade, tomates et concombres. Il avait une façon spéciale de couper les concombres, c'était comme un rite. Le premier bout coupé était gardé de côté, puis il faisait des tranches fines. Lorsqu'il ne restait plus que le bout de l'autre extrémité, satisfait de son travail, il reprenait le premier morceau gardé en réserve et frottait les deux l'un contre l'autre du côté de la chair. Par le frottement, il se formait une mousse blanche, après quoi il collait un des morceaux sur son front et le deuxième sur le front de l'une de nous 3, et c'était à qui le garderait le plus longtemps. Ce fut ce soir-là, je crois, que je fis le vœu de ne jamais oublier les souvenirs de la maison des jours heureux. Puis je m'endormis enfin. Le lendemain matin, notre mère nous acheta des vêtements car nous étions partis sans bagages, et bien que l'ennemi eût été repoussé, il était évident que nous ne retournerions pas à Carabanchel-Baró, qui restait un point chaud de la ville. Notre mère avait décidé de partir pour Valence, là où s'installait le gouvernement républicain, là aussi où étaient déjà arrivés les 2 frères de mon père avec leurs familles, femmes et enfants. Ils étaient partis en camion, le jour de la débâcle. Dans la panique, ils nous avaient oubliés. J'en étais très peinée, je les aimais beaucoup, mais notre mère, elle, ne leur pardonnerait pas cet oubli. Nous allions presque chaque jour chez l'oncle José, qui avait un poste à Galène. Il fallait être très attentif pour capter les messages, le son était très mauvais et parfois cela devenait inaudible, on n'entendait plus rien. Mon oncle donnait alors un grand coup de poing dans l'appareil et le son revenait. Notre mère écoutait attentivement les mots d'ordre d'évacuation. Elle prenait note des adresses des points de départ et allait s'informer sur place. Tout ce va-et-vient me laissait perplexe. Je ne comprenais pas le but de tant d'agitation. Un jour, elle nous annonça qu'elle avait envoyé un message à notre père pour l'informer de son intention de quitter Madrid. Les visites chez nos oncles étaient très agréables, malgré les alertes, les bombardements et les moments de peur. Les bombes tombaient parfois si près que nous arrivions à douter de la solidité de la maison de l'oncle. Entre 2 bombardements, la vie reprenait presque normale. Un jour même, notre mère nous emmena chez notre tante Maria, la sœur cadette de mon père, qui habitait un appartement très spacieux dans un immeuble avec ascenseur. C'était sans doute la première fois que je montais dans cette espèce de cage. Cette visite resterait dans ma mémoire parmi les beaux souvenirs. Notre tante était gaie et très jolie. Elle avait un bébé d'1 an, notre cousin Louis, que nous découvrions avec tout le reste. Nous habitions la même ville et pourtant nous ne nous voyions pas souvent. Pendant que mes sœurs dorlotaient notre petit cousin, ma mère racontait les événements que nous avions vécus. Il me semblait que décidément les adultes aimaient trop se répéter cette histoire. Je la connaissais dans les moindres détails. Je m'écartais un peu du groupe pour penser à ceux qui venaient souvent nous voir dans notre quartier et dont on était sans nouvelles. L'oncle Basilio, le frère aîné de ma mère, et l'oncle Ressus, un autre frère plus jeune, un grand blond aux yeux bleus, et aussi le cousin germain de notre mère.
Il venait de Gral de Campos, dans la province de León, berceau de notre famille maternelle, et nous l'avions souvent vu pendant son service militaire. Parfois, il y avait tant de monde dans notre petit logement qu'on devait s'asseoir par terre. Depuis, tant de choses s'étaient passées. L'oncle Basilio était au front, et l'oncle Ressus, marin de son état, était parti prendre du service à Valence. Il restait le cousin qui était caserné à Madrid. Depuis que notre père s'était engagé, ce cousin venait régulièrement nous rendre visite. Il remplissait la maison de sa gentillesse, et surtout, il nous apportait 2 grands pains. Mais soudain la voix de notre mère me rappela sur terre. Il était temps de repartir. Je repris ma place au milieu d'eux. J'embrassai la tante Maria et le cousin Luis, et avant d'entrer dans l'ascenseur je regardais encore une fois cette toute jeune maman, ma jolie tante, avec son enfant dans ses bras. Et parce que maman lui avait dit en la quittant, « Bonne chance. Nous partirons bientôt », l'idée me traversa l'esprit que peut-être je ne reverrais plus ma tante, et si c'était le cas, ce serait cette image-là que j'aimerais garder d'elle, elle ferait partie de mon jardin secret. Quelques jours plus tard, le cousin de Gral arriva. Il raconta que le jour de la débâcle il était passé dans notre rue, qu'il avait trouvé la maison vide et que depuis, il avait entrepris de nous rechercher avec l'aide de la Croix-Rouge. Il était enfin parvenu à nous retrouver. Tout le monde lui fit fête. Il apportait du pain et ses visites continuèrent jusqu'au jour où il annonça qu'il partait pour le front. Pendant notre séjour au refuge, à 2 reprises, notre père était venu nous voir et il n'avait rien d'un conquérant, mais il était convaincu qu'il faisait son devoir. La guerre battait son plein, il ne l'avait pas voulu mais comme les autres républicains il devait lui faire face, être à son poste. Pendant ces permissions, nous n'avions pas le temps de faire beaucoup de choses, nous étions tous à souhaiter que s'arrête la marche du temps. Et puis c'était de nouveau la séparation. Je m'employais avec rage à fixer son image dans ma mémoire au cas où ce serait la dernière permission. Mais très vite l'insouciance de mon âge me faisait oublier la gravité du moment. Les jeux reprenaient entre mes sœurs et moi, les disputes aussi, bienveillantes querelles qui nous éloignaient de la tragique réalité. Puis un jour ce fut le départ, à la fois attendu et redouté. Le matin même notre mère était partie en reconnaissance comme tous les autres jours. Nous étions inscrites sur les listes d'évacuation de la ville de Madrid. À la radio, on diffusait des encouragements au départ, surtout des femmes et des enfants. Il fallait évacuer la capitale pour laisser aux soldats les coudées franches afin de mieux la défendre. Il fallait faire vite. Un train partait pour Valence le jour même mais nous avions si peu de choses que notre bagage fut vite fait. Il ne fallait pas se soucier d'emporter des vivres, on n'en avait pas de trop. La Croix-Rouge ravitaillait les voyageurs. Nous quittâmes le refuge, sans avoir eu le temps de saluer nos oncles qui nous avaient accueillis si chaleureusement. Il y avait eu tant de départs, tant de séparations en si peu de temps que nous commencions à les vivre comme une chose inévitable, et c'était effectivement le cas. Je montais dans le train en me promettant bien de ne rien oublier, et en fredonnant en secret une chanson que je croyais bien avoir entendue à la radio, sur le poste à galène de l'oncle José. Dans le train qui nous conduisait à Valence, je m'étais installée, blottie entre mes 2 sœurs. Lorsqu'il se mit en marche, j'eus un pincement au cœur. Reverrions-nous un jour notre maison ? Je regardais les gens autour de nous. La peine et la désolation se lisaient sur tous les visages. Et puis très vite, je m'enfonçais dans mon univers, je fermais les yeux et mes sœurs étaient persuadées que je dormais. Je ne voulais plus voir ce qui se passait autour de nous. C'était trop triste, je passerais en revue par la pensée tous les souvenirs heureux que je devais emporter. Il me faudrait être très attentive pour ne rien oublier en route. Il ne fallait surtout pas s'attarder à ce que nous avions à vivre. Regarder les scènes déchirantes qui nous entouraient tout juste pour ne pas sombrer dans le désespoir. Le train continuait sa course, avec de fréquents arrêts. Parfois notre mère profitait d'une halte pour descendre acheter des boissons, et l'angoisse, la panique nous gagnait. Et si le train devait repartir sans elle ? Et notre père ? C'était terrible de penser à lui, sans pouvoir le situer. Il avait dit lors de sa dernière permission qu'il faisait partie du bataillon, 1 degré de Mayo. Lorsqu'il s'était engagé, il était persuadé qu'il ne quitterait jamais Madrid, mais aujourd'hui c'était sa femme et ses filles qui partaient. Le train nous éloignait de la capitale, et forcément aussi de lui. Depuis que j'avais vu les soldats fuir en abandonnant leurs fusils,
Le jour du départ précipité de Carabanchel, je préférais ne pas essayer de me représenter ce que mon père était en train de vivre. C'était trop pour moi, il fallait se laisser porter par les événements, regarder défiler le paysage par la fenêtre ou fermer les yeux, mais surtout ne pas pleurer. Combien de temps nous fallut-il pour arriver à Valence ? Ce serait là un souvenir sans importance, le temps ne comptait plus. Je décidai de ne pas en tenir compte, ce voyage ferait partie de toutes ces choses pénibles à vivre et qu'il valait mieux oublier. Nous n'étions d'ailleurs pas au bout de nos peines. Aussitôt arrivés, les formalités terminées auprès du poste de la Croix-Rouge, on nous invita à retirer des provisions pour la suite du voyage, destination Barcelone. Il fallait faire vite, il y avait encore plus de monde qu'à Madrid, une foule encore plus désolée. Ceux qui s'embarquaient ici avaient déjà beaucoup d'heures de voyage et la fatigue avait laissé des traces encore plus profondes. On se bousculait beaucoup pour monter dans le train. La poussée était telle que plus tard il me fut impossible de dire comment je m'étais retrouvée, comme au départ de Madrid, blottie entre mes deux sœurs. Le train s'ébranla dans un bruit de ferraille fatiguée, de pleurs, de cris, dans un désordre fou, inimaginable. Devais-je oublier cette impression de vide, de tristesse qui s'abattait sur moi comme un poids trop lourd à porter ? Et parce qu'un enfant a besoin, pour survivre moralement, d'oublier la gravité des choses de la guerre, je décidai de regarder par la fenêtre, espérant trouver une jolie chose à voir. De Valence, je garderai seulement le souvenir d'une gare encombrée de monde, et à la sortie de la ville, la vision de vergers d'orangers parsemés de monceaux d'oranges prêts à être chargés et expédiés vers une destination inconnue. La vie ici n'avait pas l'air de s'être arrêtée. Puis, fermant les yeux, je me remis à penser aux moments heureux de ma petite enfance, des choses faites toutes de gestes insignifiants mais qui deviennent précieux, indispensables, qui sont tout à coup comme une bouée de sauvetage à laquelle on s'accrocherait désespérément pour ne pas sombrer. Et tout naturellement sans doute, comme depuis bien des jours nous n'avions plus mangé que sur le pouce, je me pris à penser au repas pris en famille. Ce n'était pas l'abondance, mais nous n'avons jamais eu faim. Lors du dernier hiver passé dans notre petite maison, mon père, quand il était sans travail, s'en allait chasser. Carabanchel était alors comme un petit village à l'orée des champs. Il ramenait toujours quelque chose, même si ce n'était que de petits moineaux, délicieux d'ailleurs. Notre mère nous les préparait, et ce jour-là, on se mettait à table joyeusement. J'arrivais toujours la dernière, et mon père me taquinait parfois. Il me racontait une histoire qui m'obligeait à regarder derrière moi, et il profitait de cet instant de distraction pour soustraire de mon assiette le petit moineau qu'il me restait à manger, essayant de me persuader qu'il s'était envolé et ensuite, par un savant tour de passe-passe, le moineau reprenait place dans mon assiette. Dans le train, ma mère parlait à mes sœurs depuis tout un temps, mais je n'avais pas éprouvé l'envie d'écouter. Pourtant, tout à coup, elle se mit à parler de mes oncles qui, d'après les renseignements qu'elle avait récoltés au poste de la Croix-Rouge, devaient se trouver à Barcelone. L'oncle Jessus était marin, il voyageait beaucoup, la dernière fois qu'il était venu nous voir, il partait rejoindre son bateau à Valence. L'oncle Basilio, militaire de la République, était depuis peu caserné à Barcelone. D'apprendre tout cela ne me dérangeait pas outre mesure. Par contre, ce qui m'étonnait, c'était le fait que ma mère en fût informée. Cela m'étonnait et me rassurait à la fois, et j'étais pleine d'admiration pour elle qui parvenait, au milieu de tout ce désordre, à rester au courant de l'essentiel. L'oncle Basilio était au front, mon père aussi, mais à Madrid. Seigneur, que tout cela était compliqué. Il valait mieux ne plus y penser. Il fallait se laisser porter par le train, ce train qui n'en finissait pas de s'arrêter et qui allait pourtant réussir l'exploit de nous conduire tous à destination. Lorsque finalement il stoppa en gare de Barcelone, les quais étaient déjà noirs de monde, et il fallut longtemps avant d'avoir l'autorisation de descendre du train. On fit circuler des vivres, l'accueil s'organisait. Des délégués de la Croix-Rouge surveillaient, vigilants et cordiaux. C'est là que j'entendis pour la première fois parler une langue que je ne comprenais pas. Ce n'était pas du catalan non plus, et ma mère m'expliqua que c'étaient des étrangers qui étaient venus pour nous aider dans notre lutte pour la liberté. Elle nous dit aussi que Barcelone était très près de la frontière, que de l'autre côté de cette frontière il y avait un autre pays où les gens ne parlaient pas la même langue que nous, et où il n'y avait pas la guerre. C'est ainsi que j'appris qu'il existait d'autres pays que le nôtre, que le monde était grand.
Il y avait donc des étrangers, qui étaient des amis? Nous fûmes enfin autorisés à quitter le train. Il y avait toujours beaucoup de monde sur les quais, peut-être un peu moins qu'avant. Lentement, notre petit groupe de 4 se laissa pousser par la foule vers la sortie de la gare. Dehors attendaient des autocars. Les gens de la Croix-Rouge conseillaient de ne pas se séparer de son groupe d'arrivée, ce qui rendait plus facile la tâche dernière qui était de diriger les réfugiés vers des centres d'accueil, en évitant de perdre l'un ou l'autre d'entre eux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.